Bonsoir. L'Europe est-elle encore utile pour les jeunes en France? Place aux idées ouvre le débat sur LCP alors que 70% des 18-24 ans, comme en 2009, pourraient ne pas voter aux élections européennes qui approchent. Alors, nous allons en parler avec notre invité Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui vient de publier Quand la France s'éveillera chez Odile Jacob. Et pour l'interroger, nous retrouverons nos deux experts, Mathias Léridon, le président de Tilder, et Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Alors, nous entendrons le témoignage de jeunes gens ici présents dans la salle. Je précise, jeunes, c'est aujourd'hui moins de 30 ans, qui pourront évidemment dialoguer avec Pascal Lamy. Nous vous dévoilerons également notre enquête Harris Interactive qui a sondé votre envie ou pas d'Europe avec, vous le verrez, des résultats parfois assez étonnants. Mais sans plus attendre, place aux idées. Première partie, générique. Pascal Lamy, soyez le bienvenu ici sur le plateau de Place aux idées. Bonsoir Mathias Léridon. Alors, bonsoir. Dans votre ouvrage que je montre à l'image, Quand la France s'éveillera, vous écrivez, Pascal Lamy, l'Europe doit civiliser la mondialisation et ce serait selon vous une ambition, un défi pour rassembler les peuples européens. Alors, Pascal Lamy, nous avons la sensation que le monde entier émerge, et sauf le vieux continent. L'Europe a-t-elle réellement pesé dans la mondialisation, on va dire, lors de ces 10 dernières années ? Oui, il y a des secteurs dans lesquels l'Europe a pesé dans la mondialisation. Par exemple, la gestion, la régulation de l'échange international. Par exemple, en matière d'environnement, où elle a été en quelque sorte en tête de peloton pour essayer de faire admettre que notre planète a de graves problèmes dans l'avenir, si on n'y prend pas garde. Mais c'est vrai que c'est encore partiel. L'Europe ne pèse pas le poids qu'elle pèserait si elle était vraiment unie dans ce monde. Et ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre, c'est que je crois qu'elle en a les moyens. Elle représente un modèle de civilisation très particulier, qui n'est pas le modèle américain, qui n'est pas le modèle chinois. On aime bien les libertés, mais on aime aussi la solidarité. Les Américains aiment bien la liberté, mais pas beaucoup la solidarité. Les Chinois aiment pas beaucoup les libertés, mais pas mal la solidarité. Nous sommes, au fond, nous avons une identité, et c'est cette identité qui doit peser dans le monde de demain, parce que si on ne le fait pas ensemble, des éléphants comme les Américains ou les Chinois le feront pour nous. Alors Pascal Lamy, on va voir tout de suite ce que les jeunes en pensent, avec, pour planter le décor, et avant de retrouver Mathias Léridon, ce premier reportage, ce petit voyage dans le temps, sujet signé Laura Orosaman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1950, Robert Schuman prédit l'Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale. Un espace de paix et de stabilité. Plus de 60 ans plus tard, en 2014, l'Union européenne compte 28 États. Autant de chefs d'État et plus de 500 millions de citoyens. Difficile de faire aujourd'hui sans l'Europe. À l'École supérieure de commerce de Paris, ces étudiants l'ont bien compris. Pour moi, l'Europe, en tant qu'étudiant, mais bientôt diplômé, c'est avant tout l'horizon des possibles. Et pourtant, avec un fonctionnement complexe et un pouvoir partagé entre la Commission, le Conseil et le Parlement, l'Union européenne reste une grande inconnue. Si les jeunes sont réputés plus europhiles que leurs aînés, aux dernières élections européennes en 2009, ils se seraient désintéressés du scrutin. Selon un sondage, le taux d'abstention chez les 18-24 ans s'est levé à 70%. En mai, certains jeunes iront voter. Moi, je considère ça comme un devoir de citoyen, de toute façon, quelle que soit l'élection. Et d'autre part, pour essayer de donner mon opinion sur l'Europe. La plupart d'entre eux vivent l'Europe comme un espace de liberté, une conscience acquise grâce à des programmes comme Erasmus. Faire ses études à Londres, à Madrid et à Paris n'aurait pas été possible même pour la génération de mes parents. Et ça signifie beaucoup pour moi de pouvoir le faire.
Pour eux, l'Europe manque surtout de pédagogie. Les décideurs politiques, les médias, les intellectuels ont un rôle à jouer. Je pense que les jeunes ont envie de croire en l'Europe, mais qu'on leur en parle pas assez. Car ce sont bien les jeunes d'aujourd'hui qui créeront l'Europe de demain. Reste à savoir quelle Europe ils veulent façonner. Bon, les jeunes apparemment ont envie d'Europe, oui, mais laquelle, Mathias Léridon ? Pascal Lamy, c'est une vraie question parce que là, on avait un jeune qui nous disait l'Europe manque de pédagogie. On voit bien que la question centrale pour la jeune génération, qui sera celle qui justement fera l'Europe du 21e siècle, c'est qu'il y a un problème de sens pour l'Europe. Il y a un problème non seulement de sens, il y a aussi un problème d'identité. Alors, la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que parce qu'au fond, le rêve de cette génération, une génération qui a 20 ans, qui est sur ce plateau autour de nous, est-ce que finalement, parce que l'Europe qu'on a construite, ça n'est pas son rêve, c'est plutôt le rêve des parents et des grands-parents qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Pour les générations qui ont précédé la mienne, et je suis probablement la dernière génération qui a été nourrie au lait du récit de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, parce que mes grands-parents n'arrêtaient pas de m'en parler, parce que mon père a été obligé d'aller en STO à Berlin pendant la guerre. Pour moi, c'était quelque chose de... La paix entre les peuples européens, c'était un carburant idéologique formidable. Je comprends, et quand j'en parle avec mes enfants, et encore plus avec mes petits-enfants, c'est plus vraiment le problème. Donc, la question, c'est celle que vous posez, quel est le sens de la construction européenne pour les générations qui viennent ? Moi, je vois ce sens dans le monde. Au fond, on sait bien que dans cette crise que traverse l'Europe, les questions qui se posent, et c'est celle qu'on vient d'entendre, c'est quel est le projet d'avenir ? Eh bien, ce projet d'avenir, il suffit de le demander aux non-Européens. Peut-être que les Européens ne savent pas très bien ce qu'ils font ensemble ou ce qu'ils vont faire ensemble. Si vous demandez aux non-Européens de définir l'Europe, ils vont le faire très simplement, très rapidement. Ça, c'est un de vos grands leitmotifs. Vous dites finalement, on apprend ce qu'on est en tant qu'Européen, EST, lorsqu'on est à l'extérieur de l'Europe. Alors moi, je vais vous poser la question de façon très concrète. Vous qui avez parcouru le monde et qui avez dirigé l'Organisation mondiale du commerce, quand on est à l'extérieur de l'Europe, comment on décrit un Européen ? C'est quoi le portrait chinois d'un Européen ? En anglais, si vous me permettez, allez-y. On dit « it's a way of life ». C'est un mode de vie. Alors, si on est économiste, on va dire c'est une économie sociale de marché. Si on est Madame Merkel, on va dire c'est 7% de la population mondiale, c'est 20% de la production mondiale, c'est 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. J'ai un bon ami qui s'appelle Patrick Ebicher, qui est le patron de l'école polytechnique de Lausanne. Il se trouve que ces dernières années, il a réussi à recruter dans les disciplines où il a besoin de recruter les meilleurs cerveaux mondiaux. Il a réussi à recruter les meilleurs dans certaines disciplines. Je lui ai demandé il n'y a pas très longtemps « Comment tu fais ?» Il m'a dit « C'est simple, je prends mon téléphone, je les appelle moi-même et je leur dis « Si vous venez et si vous prenez tel poste, je vous paye au tarif américain et vous venez vivre en Europe. » Eh bien, ça marche. Donc il y a dans le mode de vie européen, dans cette espèce d'équilibre très subtil entre de la liberté, de la solidarité, de la nature, de la culture, il y a quelque chose qui correspond, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre, qui correspond au fond à la version la plus civilisée de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, Pascal Lamy, que ce mode de vie européen, c'est un mode de vie qui nous coûte très cher en termes de dépenses publiques ? Oui, bien sûr. Et que finalement, c'est un peu un mirage, c'est-à-dire c'est ce mode de vie qui a été construit entre les années 80 et 2010, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a un coût et que ce coût, il va être payé par la génération qui est dans ce studio. Je suis le premier à dire que c'est pas automatique. Ce mode de vie européen, il a été construit. Ce qu'il y a de solidarité dans le mode de vie européen, c'est-à-dire l'importance de la redistribution au titre de la maladie, au titre de l'éducation, au titre des retraites, au titre de la maternité, ce sont des coûts collectifs. Mais ces coûts collectifs, ils peuvent être plus ou moins bien gérés. Prenez des pays du nord de l'Europe, c'est eux, au fond, qui redistribuent le plus. Simplement, ils ont fait des réformes qui font que le contribuable, il en a pour son pognon, si je puis dire.
grâce à une grande qualité de services collectifs, de services publics, et à une attention beaucoup plus forte qu'ailleurs aux inégalités. C'est le continent le plus intolérant à l'inégalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des inégalités en Europe, il y en a, et notamment pendant la crise. Mais si vous le comparez au reste du monde, c'est ça qui nous distingue, c'est ça qui nous unit. Et j'aimerais bien que les Européens aient conscience de ce qui les unit, aient conscience de cette identité. Et une identité, c'est toujours quelque chose qu'on a de semblable entre soi et quelque chose qu'on a de différent des autres. J'aimerais bien que ce soit ça qui serve de projet, parce que c'est ce qui compte dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Mode de vie européen, identité européenne, l'identité européenne n'est pas indépendante du mode de vie européen. Et on a un certain nombre d'éléments d'identité européenne. On a le passeport européen, on a créé ce nom de domaine en .eu qui donne une dimension européenne, on a des plaques d'immatriculation, on a le drapeau, et puis Jean-François, on a aussi ceci. Alors ça, c'est l'hymne européen. L'hymne européen, oui. L'hymne européen. Moi, je voudrais juste qu'on pose la question, Jean-François, est-ce que les jeunes qui sont dans ce studio savent et même toutes les personnes qui sont européen. présentes, écoutez, on va faire une sorte de vote à la romaine, à main levée, levez la main, ceux qui connaissent, au fond, l'hymne à la joie, l'Aude à la joie de Beethoven, l'hymne européen. Allez-y. Ah ben, c'est pas si mal que ça. Bien. C'est plutôt bien, même. Bien. Hein? Mais alors, pour revenir plus sérieusement, cette accumulation de signes identitaires européens, parmi lesquels nous vivons aujourd'hui, est-ce que cette accumulation, ça crée une identité européenne perçue par les jeunes? Répondez Pascal Lamy, et ensuite nous donnerons la parole à Elisa, qui nous vient de Bulgarie. Hein? Ce sont des éléments sur lesquels on peut appuyer un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas cela qui crée le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, il n'est pas dans des objets, il n'est pas forcément dans des signes, il est dans la représentation que l'on a de ce que nous avons à faire ensemble. Des raisons pour lesquelles, et ça me paraît évident dans le monde de demain, nous tenons à nos valeurs, nous Européens. Dans le monde de demain, si nous ne le faisons pas ensemble, alors ces valeurs risquent de disparaître sous l'effet de ces mastodontes qui sont en train de se constituer. Et je suis sûr que dans 50 ans, où l'Europe sera un de ces éléphants, pas pour régner sur le monde, parce qu'aucun éléphant ne régnera plus sur le monde, qui est maintenant multipolaire, pas pour imposer sa civilisation aux autres, mais pour que cette option, et notamment pour des continents comme l'Afrique ou comme l'Amérique latine, pour que cette option reste disponible à l'humanité. Vous disiez d'ailleurs éléphant ou lapin, hein, dans une interview, j'avais lu ça récemment. Oui, j'ai dit que le monde de demain était un monde d'éléphants et que si on restait lapin, on n'avait pas beaucoup de chance. Et un lapin, ça court vite. Pascal Lamy, je me tourne vers Elisa Nedialkova, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes notre premier témoin, un jeune, vous êtes âgé de 24 ans, ça ne se dit pas, hein, et vous nous venez de Bulgarie. Alors, je vous dresse le portrait, vous me coupez hein, si je dis des bêtises. Vous êtes étudiante depuis combien 3-4 ans en France, c'est ça? Oui, hein, depuis 2010. Et vous avez un Master 2 de langues appliquées, vous faites du droit. Oui, je suis un double cursus droit et langue à l'Université Paris. Parlez bien dans le micro, Elisa, et surtout, vous êtes une mordue d'Europe. Racontez-nous ça, vous assistez même à des sessions au Parlement européen. Oui, effectivement, en tant que citoyenne bulgare et étudiante en France depuis 2010, j'ai eu l'opportunité de voyager dans beaucoup de pays européens, d'étudier en France, en Bulgarie, d'avoir des activités à Bruxelles, à Bruges. Et donc, dans ce contexte, je me suis familiarisée avec l'idée du fonctionnement en fait, de l'identité et de la citoyenneté européenne. J'ai senti que j'appartiens à un espace qui n'est pas seulement politique, économique ou juridique, mais c'est aussi un espace relationnel. Parce que j'ai eu une formidable expérience humaine d'échange, de partage avec beaucoup d'Européens, de pays très très différents. C'était une ouverture linguistique, culturelle très très importante pour moi. Elisa, pour vous, est-ce qu'il y a on en parlait à l'instant avec Pascal Lamy, une identité européenne comme on peut se sentir américain d'un bout à l'autre des États-Unis? Moi, je pense Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer cela, vous qui venez d'un pays membre de l'Union? Je pense que ce n'est pas nécessaire de faire une comparaison avec les Américains. Je crois que l'idée européenne, c'est une idée d'échange. Et je crois que l'Europe, en tant qu'entité politique
très atypique, qui n'est pas comparable à d'autres types d'organisations politiques, peut jouer un rôle d'émancipateur, par exemple, et peut jouer aussi un rôle sur la scène internationale en tant qu'entité qui peut répandre un modèle social, une idée de progrès social partout dans le monde. Pascal Lamy, elle vous fait sourire, Elisa, hein, vous pouvez dialoguer avec elle. Hein. Elle apporte de l'eau à votre moulin, finalement. Enfin, c'est pas le sujet, mais vous dites, dans votre langage, qui est beaucoup plus immédiat et donc parlant que le mien, vous dites, qu'est-ce qui fait l'appartenance européenne ? C'est le fait qu'on a envie d'être ensemble au nom de nos valeurs. Ces valeurs d'échange, de diversité que vous exprimez, qui sont des valeurs. Souvenez-vous de cette devise qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui ressemble parfois à un oxymore, unis dans la diversité. Il y a un charme formidable à la diversité. Moi, quand je suis passé de l'administration française régalienne, napoléonienne, à Bruxelles, quand je suis devenu directeur de cabinet de Jacques Delors, et après quand j'étais commissaire, j'ai eu des plaisirs formidables de cette diversité, de découvrir, de sentir, d'être obligé de comprendre. Donc, c'est quelque chose en soi. Et je comprends que dans votre génération... Oui, mais Pascal Lamy, moi je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine dose de naïveté sympathique dans le fait de dire c'est bien, on est divers, on est ensemble ? Parce que la réalité, c'est que quand on parle de l'Europe aujourd'hui, et c'est peut-être ça d'ailleurs un des problèmes de la constitution de cette identité européenne, on en parle beaucoup par ces diversités. On parle du couple franco-allemand, on parle de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud, on parle finalement beaucoup plus de la diversité ou des diversités des pays européens entre eux, et on parle très peu des unités des Européens entre eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté dans ce discours en se disant finalement c'est formidable, on vit tous ensemble, on est tous divers, sauf qu'on ne parle que de nos diversités et jamais de ce qui nous rassemble. Vous avez raison, ça c'est le discours des Européens sur les Européens. Mais le discours des non-Européens sur les non-Européens, c'est pas ça. Ces Européens, ils ont une identité européenne. Alors, cette diversité en fait partie. J'étais à Berlin pour la fête, la Saint-Schumann, comme on dit, le 9 mai, la semaine dernière. Il y avait un congrès d'écrivains européens, et il y a un écrivain allemand, d'origine turque d'ailleurs, il y en a un certain nombre maintenant, et c'est très bien, qui a utilisé cette formule. Il a dit « Le secret le mieux gardé de l'Europe, c'est l'Europe ». Eh bien, je trouve que c'est très vrai. Le secret le mieux gardé entre eux par les Européens, c'est cette identité européenne, et je crois qu'il faut le révéler, ces secrets. Alors, il faut l'admettre, il faut le décrire, il faut le peindre, il faut le vivre. Moi, je voudrais rebondir sur ce que nous a dit Elisa, et elle nous l'a dit d'ailleurs dans un français absolument remarquable. Ce qui m'amène à une question, c'est est-ce que vous êtes pour, dans ce long chemin vers une identité européenne, l'affichage à l'extérieur de nos valeurs communes, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait une langue européenne qui soit choisie et qui soit obligatoirement enseignée dans toutes les écoles, dans tous les pays de l'Union européenne ? Non. Non. C'est-à-dire que vous pensez qu'en ne parlant pas la même langue, nous arriverons à échanger nos valeurs ? Une langue, c'est une culture. Une langue, c'est des racines. Une langue, c'est une identité. Et cette identité-là, elle compte, comme quand vous appartenez à une région. Pas d'espéranto, c'est ça ? Non, mais pour moi, ça ne fait pas de sens. Une culture, c'est pas du globi-globo. C'est la juxtaposition de gens qui viennent de traditions différentes. Donc, je crois que mes petits-enfants, parce qu'il se trouve qu'ils vivent à l'étranger pour l'instant, parlent 2 langues. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je pense que la génération d'après parlera 3 langues. Si vous parlez 3 langues, c'est-à-dire votre langue maternelle et 2 autres langues, et ça ne sera pas toujours une langue européenne d'ailleurs, je trouve que le nombre de clés que cela vous ouvre sur les univers d'autres, le nombre de richesses auxquelles ça vous donne lieu, c'est formidable. Donc vous n'êtes pas pour une langue européenne, mais plusieurs langues européennes apprises par tous les Européens. Bien sûr. Donc un multilinguisme. Et pas forcément la même, parce que l'apprentissage de la diversité, ça n'est pas quelque chose d'homogène. Et je crois d'ailleurs que, ce faisant, l'Europe demeurera un laboratoire, demeurera une expérimentation qui aura quelque chose à dire au reste du monde. Je voudrais poser juste une dernière question sur cette première partie sur l'identité. Vous dites souvent, il faut pour construire l'Europe, que nous refondions le narratif de l'Europe. Alors, si je le comprends, il faut raconter l'histoire de l'Europe,
d'une autre manière que celle dont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont raconté lorsqu'on était post-guerre. Bien sûr. Très bien, mais quelle histoire ? Mais nous avons besoin d'un récit européen. J'ai lu, comme un certain nombre d'entre vous, dans Le Monde du 8 mai, un papier formidable qui a été fait par un de vos collègues de la Süddeutsche Zeitung, qui est un historien, et qui a décrit l'Europe romaine. Il y avait deux citoyennetés, la citoyenneté romaine et la citoyenneté locale, l'Europe du Moyen-Âge, l'Europe des empires, l'Europe des églises. Puis à un moment, on est arrivé à l'État-nation, mais finalement assez tard. Bon. Donc, cette histoire-là, cette existence de l'idée Europe et d'une réalité Europe, il faut la faire ressurgir. Il faudrait presque des cours d'Europe dans les écoles, Pascal Lamy, non ? Bien sûr, mais bien sûr qu'il faut faire ça. Et simplement, c'est important parce que un récit sur notre passé est quelque chose qui est important pour nous comme individus ou comme groupe social. Il faut aussi parler de l'avenir. Si vous demandez aux Américains qu'est-ce qui font qu'ils appartiennent à l'histoire américaine et quelle est leur idée de ce qu'il faut pour le monde, ils vont vous le dire. Alors, Pascal Lamy, on est à 10 jours des élections européennes. Ce narratif européen, aujourd'hui, s'il n'est pas incarné, il n'existe pas. C'est une idée. Quelle est aujourd'hui, pour vous, à 10 jours de ces élections de 2014, la personnalité européenne qui est la plus proche de votre narratif européen idéal ? Je suis influencé par mon passé. En dehors de Pascal Lamy. Oui, bien sûr, je ne vais pas dire ça quand même. Je suis influencé par mon passé, mais quand Delors était président de la Commission européenne, entre 1985 et 1994, il y avait un narratif européen. Il allait dans le nord de l'Europe, il allait dans le sud de l'Europe, il allait dans le centre de l'Europe, et il savait parler de l'Europe aux Européens. Et donc là, c'est aussi une question de langage, mais ça ne peut pas être seulement le président de la Commission, qui finalement est quand même quelqu'un d'assez lointain. Il faut que tout ça soit pris en charge, et ça n'est, soyons honnêtes, pas le cas, par des leaders politiques nationaux qui ont tendance à maximiser leur récit national, parce que c'est celui de la dramaturgie dans laquelle ils opèrent, et à minimiser le récit européen. Mais si tous ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, si vous aviez à leur donner un exemple d'une personnalité européenne, pas une personnalité forcément de l'histoire de l'Europe, mais de demain l'Europe, vous leur proposeriez qui comme personnalité ? Carambeu. Voilà un garçon qui sait parler d'Europe. Quand vous demandez à Carambeu de vous parler d'Europe, il vous parle d'Europe, il vous parle d'Europe concrète, il vous parle de musique, il vous parle d'endroits, il vous parle de sentiments, il vous barbe-pend avec un cours institutionnel, comme quoi on a tout fait bien, comme dans Montesquieu, avec un Parlement, une Commission, un Sénat des États membres. Il parle de l'Europe vraie, celle qu'on ressent. Carambeu, donc nous allons... Peut-être il est temps de découvrir le résultat de notre enquête Harris interactive. Est-ce que vous avez, oui ou non, envie d'Europe ? C'est une enquête qui a été réalisée en ligne du 29 avril au 2 mai auprès d'1 millier de personnes. C'est parti. Les Français portent un regard sévère sur les actions de l'Union européenne. Ils sont 45% à penser que l'Europe n'a pas agi pour lutter contre le terrorisme. 47% considèrent qu'elle n'a rien fait pour la paix dans le monde. Pour 56%, elle n'a pas agi pour lutter contre le réchauffement climatique. Pire encore, l'Europe aurait agi dans le mauvais sens pour résorber la crise économique. Même regard critique sur la construction d'un modèle social européen, le contrôle de l'immigration illégale, le développement de l'économie française et la lutte contre le chômage en France. Globalement, les jeunes ont, eux, une vision plus positive que la moyenne des Français. À la question « Que seriez-vous prêt à faire pour l'Europe ?», les Français sont prêts à signer une charte pour l'avenir de l'Union, à rendre le vote aux élections européennes obligatoire, ou encore à voter en faveur d'un service civil européen. Mais ils ne sont pas prêts à s'engager sur des mesures plus contraignantes, comme voter un service militaire européen, adhérer à une association en faveur de la construction européenne, ou choisir une langue commune. Encore une fois, les jeunes Européens se sentent plus prêts à s'engager que leurs aînés. Pascal Lamy, juste un petit commentaire sur le sondage. On le voit bien, pas de sortie de l'Union, pas de sortie de l'euro, mais grosso modo, les citoyens semblent insatisfaits. Cette Europe est quand même très techno, bureaucratique, contraignante. Non, mais c'est le sentiment, et c'est ce que disent tous les sondages, et donc, d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais quand on dit
L'Europe n'a pas agi pour la paix, l'Europe n'a pas agi sur le réchauffement climatique, l'Europe n'a pas agi pour la promotion des libertés dans le monde, ça n'est pas exact. Elle a agi. Vous dites c'est faux, c'est injuste. Non, je dis elle a agi, mais elle n'a pas obtenu assez de résultats dans cette action parce qu'elle n'est pas assez unie. Dans les domaines, encore une fois, où les Européens sont unis, et là il y a forcément un aspect institutionnel. Moi j'ai été commissaire européen au commerce. Dans cette matière, les Européens, c'est pas une seule voix, c'est une seule bouche sur la scène internationale. Alors justement, l'Europe et ça, c'est l'union. Il faut aussi que ça s'incarne et que le fait qu'on soit d'accord, c'est pas seulement de négocier des positions uniques, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour les projeter. Oui, qui est un peu et dans bien des domaines, ça n'est pas suffisant. Regardez ce qui s'est passé au sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique. C'était franchement, le bazar. Et si c'est le bazar, on n'est pas pris au sérieux. Pascal Lamy, on va essayer dans cette deuxième partie de voir ce que l'Europe peut apporter aux jeunes, en tout cas dans les 20 prochaines années. Il y a deux manières de lire la première question du sondage, Jean-François, c'est de dire soit 45% des Européens pensent que l'Europe n'a pas suffisamment fait en matière de lutte contre le terrorisme ou pour la paix dans le monde. Il y a aussi une autre manière qui est de voir qu'un gros tiers d'entre eux, malgré tout, pensent que c'est en tout cas le domaine dans lequel l'Europe a eu le plus de résultats. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe en Ukraine. Je crois que François Mitterrand, c'était son dernier discours devant le Parlement européen en 1995. Il avait terminé son discours en disant « le nationalisme, c'est la guerre ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression, même si l'Europe aujourd'hui, pour vous, c'est un mode de vie, c'est une way of life, est-ce que finalement, au fond, l'essence même des pays européens unis, partageant des valeurs, c'est quand même de protéger un espace géographique, humain, de toute menace de guerre ? Oui, il faut avoir les moyens de défendre cette identité, ce corps de valeurs, au cas où, improbable, mais on ne sait jamais, au cas où il serait mis en cause, attaqué, endommagé de l'extérieur. Donc il faut avoir une politique européenne, une stratégie européenne de défense. Bien. Encore une fois, ça n'est pas le cas le plus probable. Peu de chances pour que, disons, la civilisation européenne soit attaquée par un impérialisme extérieur qui voudrait lui imposer une hégémonie. Dans le monde des 100 ans qui viennent, c'est peu probable, mais nous devons avoir davantage de moyens de le faire ensemble, et nous savons très bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Regardez les budgets de défense dans l'Union européenne, il y a 2 pays et demi, et pour une fois, l'Allemagne, c'est et demi, qui ont des budgets défense significatifs. S'il s'agit d'aller projeter des forces pour lutter contre le terrorisme au Mali ou pour essayer de faire en sorte que la Centrafrique ne s'écroule pas complètement, il faut avoir des capacités de projection, et ça coûte cher, et surtout, ça suppose un travail d'unification qui ne peut être que très lent. Une politique de sécurité, ça consiste à avoir en quelque sorte les mêmes cauchemars. Juste une petite question, Pascal Lamy. Dans cette logique de défense européenne, vous êtes pour ou contre la réintroduction ou l'introduction d'un service militaire européen ? Je trouve que ça ne correspond pas aux réalités d'aujourd'hui. Autant je trouve que l'idée d'un service civique européen pourrait faire du sens. C'est-à-dire, au fond, d'offrir à des jeunes la possibilité, en étant, si je puis dire, à la charge de la collectivité, d'exercer des fonctions civiques dans d'autres pays que le sien. Je trouve que ça ferait du sens. Mais je ne pense pas qu'on va remilitariser une génération. La guerre, aujourd'hui, est quelque chose de terriblement professionnel, électronique. C'est comme ça. J'ai été des dernières générations françaises qui ont fait leur service militaire. J'étais officier de marine, j'en ai gardé un souvenir formidable, mais je ne crois pas que ça corresponde. La version militaire du service collectif, je crois, ne correspond pas à ce que souhaitent les jeunes d'aujourd'hui, mais après tout, peut-être que je me trompe et qu'il y en a des tas d'entre vous qui sont prêts à aller s'enrôler sous un uniforme. Pascal Lamy, nous allons entendre notre deuxième témoignage ici sur ce plateau de Place aux idées. L'Europe n'est pas forcément bonne pour tous, et nous allons le voir avec vous. Alice Aguirre-Gabiria, je me tourne vers vous. Bonsoir, prenez donc votre micro. Alors vous êtes âgée de 25 ans et vous n'êtes pas très heureuse, vous n'êtes pas très satisfaite, vous êtes bien au chômage depuis le mois de janvier. Vous aviez un emploi de chargé de mission chez une société de location de voitures, et pour vous c'est la galère depuis des mois. Ouais, mais c'est pas la faute de l'Europe. C'est pas la faute de l'Europe. Non, au contraire, je pense que
justement, l'Europe a fait beaucoup pour, notamment au niveau de l'éducation, pour favoriser la mobilité des jeunes, notamment grâce à l'harmonisation des diplômes dans tous les pays européens. Qu'on ait un master en France ou aux Pays-Bas, voilà, ça correspond au même niveau d'études. Donc ça, c'est vraiment un atout pour les jeunes pour valoriser leur niveau d'études. Ils ont fait beaucoup aussi grâce à la liberté de circulation pour que les jeunes puissent chercher du travail là où il est. Mais voilà, à mon avis, le principal problème maintenant, c'est la croissance. Ouais. Vous, le l'hymne européen, qu'on a entendu tout à l'heure, vous le connaissiez ? Ouais. Vous l'avez fredonné même pendant que nous l'avons diffusé. Alors vous êtes très pro-européenne, mais les problèmes d'emploi, de chômage, la galère, vous en parlez, c'est pour ça qu'on vous a sélectionné, parce que vous tenez un blog assez étonnant, qui est un peu un défouloir. Vous êtes très très mécontente. Pour vous, vos histoires de chômage, c'est franco-français, ça n'a rien à voir avec l'Europe, c'est ça ? Non, je pense que... Vous ne pensez pas que tout peut être lié ? Je pense que la France a des problèmes structurels assez spécifiques. Mais je pense que justement les différents pays européens s'occupent pas assez des problèmes d'emploi et d'économie et n'ont pas de politique économique globale. Et je pense que c'est très bien d'avoir travaillé sur l'éducation, sur les programmes Erasmus, etc. Mais maintenant, il faudrait s'emparer d'autres sujets qui sont tout aussi ambitieux pour justement favoriser l'emploi des jeunes et la mobilité des jeunes. Merci à vous. Je voudrais, Pascal Amirault, rebondir sur ce témoignage. C'est vrai que des programmes comme Erasmus ont beaucoup favorisé la mobilité des jeunes, d'abord des jeunes diplômés, peut-être pas de ceux qui sont sans diplôme, mais des jeunes diplômés. Mais la réalité, c'est que cette mobilité des jeunes partout en Europe, est-ce que c'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine élite et qui fait que derrière, on a une masse de jeunes qui n'ont pas forcément la chance de faire des études supérieures et qui, eux, peuvent être mobiles, mais la réalité, c'est qu'en fait, cette mobilité, c'est juste quelque chose qu'ils regardent sur un écran. C'est pas une réalité quotidienne qu'ils vivent. Donc est-ce que cette mobilité n'a pas été créée, finalement, pour une élite européenne ? Dans un premier temps, si, et je raconte dans ce petit livre les affres de la naissance du programme Erasmus et comment, à l'époque de l'or, a dû se battre comme un lion pour faire avaler ce programme à l'époque, fallait unanimité pour financer un programme comme ça. Ça a été une bataille homérique. Bien. Vous avez raison, aujourd'hui, Erasmus est limité, en quelque sorte, à ceux qui sont les plus qualifiés. Il y a en projet, et d'ailleurs la Commission a commencé à mettre en œuvre depuis la fin de l'année dernière, un genre d'Erasmus de l'apprentissage, c'est-à-dire pour des jeunes qui sont moins qualifiés. Donc il y a une dimension européenne, et vous l'avez cité très bien, c'est la mobilité. Les situations sont différentes selon les pays. Il y a des pays où il y a beaucoup de chômage des jeunes, il y a des pays où il y a peu de chômage des jeunes. Aujourd'hui, des jeunes peuvent aller trouver du boulot ailleurs sous certaines conditions, ce qui est déjà pas mal. Bon. Mais si vous voulez, ça reste, à mon avis, essentiellement, c'est 2/3 de problème national. S'il y a une telle différence aujourd'hui dans les taux de chômage des jeunes entre les pays européens, s'il y en a qui font bien et d'autres qui font moins bien, c'est pas l'Europe, c'est leur propre problème, et notamment, si je puis dire, chez nous. Une dernière question. Il y a un tiers de la solution qui peut provenir du niveau européen, et il faut bien combiner ces 2/3 et ce tiers, et ça, c'est tout le problème de l'articulation des compétences nationales avec les compétences si on parle d'Europe, on parle de jeunes et on parle d'emploi, on ne peut pas ne pas vous poser la question. D'ailleurs, c'est sur cette même chaîne que vous aviez ouvert le débat il y a quelques semaines en disant, finalement, il faut supprimer cette barrière intellectuelle et économique qui est le SMIC pour les jeunes. Donc ça veut dire que dans une logique d'Europe unifiée, partageant ses valeurs, vous continuez à penser que avoir un salaire minimum garanti pour les jeunes, c'est une barrière à l'emploi pour les jeunes Européens qui ne sont pas forcément qualifiés ? Je suis pour le fait que chaque pays européen ait un SMIC. Je l'écris d'ailleurs dans ce livre, ça fait partie, à mon avis, des projets qui correspondent à la civilisation européenne. Bon. Mais dans le cas de la France, et je ne dirais jamais ça s'il y avait 5% de chômage en France des jeunes, il n'y a pas 5%, il y a 25%. Dans le cas de la France, je trouve que ça prend des proportions telles qu'il faut de temps en temps, provisoirement, et selon des modalités à trouver, franchir ce qui reste un tabou. Il y a 150 000 jeunes qui sortent en France du système éducatif sans qualification, qui est énorme, beaucoup trop. Si ces jeunes doivent
petit à petit retrouver le chemin de l'emploi, ou pour certains d'entre eux le trouver tout court, alors il faut prendre des mesures exceptionnelles. Merci Mathias Léridon. Nous arrivons à la moitié de cette émission. Il est temps que vous cédiez la place à Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne. Laurent Bigorgne, installez-vous. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Place aux idées, donc deuxième partie, avec une question au cœur de la campagne des européennes qui touche à sa fin. Hein. On vote dans quelques jours. Quelle est l'utilité de l'Europe pour la France? Crise, dette, surtout chômage. L'Europe inquiète les jeunes. D'abord, un rapide panorama avec ce petit reportage. Théo, Laura et Pénélope se rendent dans un lycée de Torcy en banlieue parisienne pour parler d'Europe. Européistes convaincus, membres de l'Association des jeunes européens, ils sont persuadés que l'Europe a des solutions à apporter aux jeunes. Ils sortent d'une intervention d'1 heure avec une classe de première et se heurtent souvent à quelques réticences. Il y a des questionnements sur la Grèce. Quel est son intérêt et quelle est sa place dans l'Union européenne? On nous a demandé de parler des institutions, mais les institutions européennes, clairement, c'est pas la chose qui passionne les jeunes aujourd'hui. Par contre, tout ce qui est question de l'euro, de l'espace Schengen, l'élargissement, donc des questions comme des pays avec la Turquie, avec l'Ukraine aujourd'hui, l'actualité, mine de rien, ils suivent quand même l'actualité. Une actualité européenne souvent accaparée par la crise, la dette, le chômage et qui préoccupe dès l'adolescence. En novembre dernier, la quasi-totalité des chefs d'État européens se sont rassemblés à Paris. Une grande messe consacrée justement à la lutte contre le chômage des jeunes, avec une ligne directrice, faire en sorte qu'aucun Européen de moins de 25 ans se retrouve plus de 4 mois sans formation ou sans emploi. Il y a les 6 milliards qui ont été dégagés, qui s'ajoutent aux 3 milliards qui existent déjà du Fonds social européen et qui s'ajoutent aussi aux interventions de la Banque européenne d'investissement. Et à la sortie, un objectif commun, comme l'explique Emmanuel Vargon, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Les objectifs, c'est vraiment de dire, nous, chacun des États membres de l'Union, on est conscient du fait que le chômage des jeunes est une difficulté qu'il faut qu'on surmonte et on souhaite démontrer un engagement à la fois individuel de chaque État et collectif. Il y a un équilibre entre des grandes lignes directrices qui sont portée pour la totalité des États membres et une adaptation à la réalité du marché du travail de chacun de ces États. Et il y a urgence car les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7,5 millions de jeunes Européens entre 15 et 24 ans sont aujourd'hui sans emploi ou sans formation. Voilà, c'est pas très rassurant tout ça. L'Europe, continent du chômage, Laurent Bigorgne. Oui, on va un peu parler d'emploi. Je préfère parler d'emploi que de chômage, et puis on parlera ensuite d'innovation. Mais je vous pose une question un peu provocante, mais on est en campagne et je pense qu'il faut qu'on aide les électeurs à faire leur choix. Est-ce qu'au fond, ce modèle social européen, qui d'ailleurs a été plutôt promu par les États plutôt que par l'Union européenne, est-ce que ce modèle social n'est pas devenu le meilleur ennemi de sa jeunesse? Je ne crois pas. Il est cher. Je ne crois pas. Je crois encore une fois. Il est payé par les jeunes plus tard. Je crois qu'il correspond à nos valeurs. Il correspond à notre conception de ce que c'est qu'un être humain digne et libre dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ce qui est vrai, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce modèle-là est assez coûteux et qui suppose de la croissance. Or, si vous regardez les projections de croissance, disons dans les 10 ans à venir, toutes choses égales par ailleurs, l'Europe c'est 1,5% par an, les États-Unis c'est 3%, les pays émergents c'est 6%. De 1 à 2, et encore de 1 à 2, donc en gros, pour nous, de 1 à 4 avec les pays émergents. Ça, c'est clair que si nous restons sur cette trajectoire de croissance, le modèle européen dont je parlais, il est en danger. Ça coûte, et il faut de la croissance. Et de la croissance, c'est compliqué en Europe, parce que d'abord, notre population active diminue. En gros, si on regarde l'Allemagne et l'Angleterre, l'un en zone euro, l'autre hors zone euro, si vous prenez la population européenne dans son ensemble, la population active européenne diminue d'0,5% par an. Ce n'est pas le cas de la France, qui peut dire un avantage comparatif démographique particulier. Ça, c'est un problème. Et puis, la productivité, la croissance, à la fin du fin, c'est de la participation au travail et au marché du travail et de la productivité. Et la productivité, on commence à devenir un petit peu court parce que
On a un peu lâché certains endroits de la frontière technologique qui maintenant sont occupés par d'autres, et notamment par les Américains, et maintenant par un certain nombre de pays en développement. Donc, il nous faut remonter au-dessus de 2% de croissance pour assurer, en quelque sorte, la soutenabilité du modèle social européen. Et nous savons aussi qu'il faut être au-dessus de 2% de croissance pour que le chômage, non pas se stabilise, mais diminue. Donc tout ça va dans le même sens. Il faut à l'Europe des 5 prochaines années une feuille de route, un plan, des idées, et ce qu'il faut pour les porter au plan politique, pour repasser de ce 1,5 à quelque chose de l'ordre de 2 à 2,5. C'est 1 point de croissance, en gros, de plus. Donc on parle de croissance, je reviens un instant aux questions d'emploi, et notamment d'emploi des jeunes. Évidemment, tout ça est lié. En zone euro, en gros, on sait qu'il y a un peu plus de 23% des jeunes qui sont au chômage. C'est d'ailleurs la moyenne en France. En Allemagne, on est à 7,8%. Pardon d'être précis, mais ça fixe bien qu'on est dans les rapports là aussi de 1 à 3. Oui. Est-ce qu'on est condamné à ce chômage massif, à ce chômage durable, à ce chômage ciblé sur les jeunes? Et justement, si on a 5 ans devant nous, quelles sont, selon vous, les 2 ou 3 mesures que, lors d'une campagne électorale, on peut essayer de vendre, de poser vis-à-vis des électeurs? Encore une fois, je crois que la stratégie principale, c'est d'augmenter le potentiel de croissance européen. Bon. Vous citez les chiffres français et allemands. Effectivement, il y a en gros une différence de 1 à 3 dans le chômage des jeunes. Ça prouve que c'est possible d'en avoir moins. Hein, après tout, les Allemands ne sont pas sur une autre planète. Alors, on va dire, ah oui, mais attendez, c'est tout à fait différent, ils ont une culture technique, ils font beaucoup d'apprentissage, mais c'est comme en Suisse. En Suisse, il y a 20% d'une classe d'âge qui a le bac. Hein, et ils ont un taux de chômage des jeunes infime, parce qu'ils ont une tradition d'enseignement technique. Bon. Donc, regardons ce qui marche là où ça marche, hein, et essayons de nous en inspirer, et de ce point de vue-là, le niveau européen peut être très utile, comme le disait à l'instant la déléguée à l'emploi française. Avant de poursuivre avec vous, Laurent Bigorne, je me tourne vers notre nouveau témoin, hein, Pierre Meurin. Prenez le micro. Alors vous avez 24 ans et vous êtes ce qu'on appelle un eurosceptique. Vous acceptez l'appellation, c'est ça? Pas vraiment. Bon. Moi, je me définis comme jeune patriote. Oui. Voilà. Et justement, mon objectif... Alors attendez, votre portrait est intéressant parce que vous êtes un militant politique, il faut le dire, il faut le préciser, il faut être honnête. Vous êtes président, je lis, hein, des Jeunes pour la France, et vous militez dans les rangs du mouvement, le MPF de Philippe de Villiers. Vous avez une maîtrise en droit public, vous êtes un avocat et vous n'aimez pas Bruxelles. Élève avocat. D'accord, élève avocat, et vous n'aimez pas Bruxelles. C'est vrai que je suis assez minoritaire dans mon parcours juridique, mais comme disait Gustave Thibon, être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Donc je suis assez heureux de ne pas avoir cette ambition-là. Mon objectif, c'est de me faire justement ce soir un oiseau de bon augure. Parce que, monsieur Lamy, vous écrivez « Quand la France s'éveillera ». On pourrait être d'accord avec votre titre jusqu'à ce qu'on en lise le contenu. Moi, je crois que la France est une réalité charnelle et que la France a un potentiel d'influence dans le monde qui est considérable. Je vous donne un exemple. L'influence francophone est quelque chose à travailler, alors que, en fait, l'Union européenne, dans ce magma anglo-saxon, nous empêche de développer notre réseau de la francophonie. La francophonie est condamnée à mourir. Alors, il va vous répondre tout de suite, hein, Pascal Lamy. Oui. Bien sûr. Répondez-lui. Bien sûr. D'accord sur le fait qu'il y a une réalité charnelle dans la France. D'accord avec l'idée que la France a un potentiel d'influence. D'ailleurs, je remarque que vous avez utilisé ce vocabulaire qui est précis et qui est celui que j'utilise. Parce qu'il y a une tradition en France qui est d'avoir une ambition universelle, et je crédite mon pays de cette ambition, d'ailleurs je l'explique dans ce petit livre, et d'accord avec l'idée que, disons, la marque France dans le monde, c'est très important, beaucoup plus que, disons, la population ou l'économie française. Mais, encore faut-il avoir les moyens de l'exercer, cette influence. Or, quand on a des finances publiques qui dérapent depuis 40 ans, un chômage qui dérape depuis 30 ans et une compétitivité qui dérape depuis 10 ans, on peut toujours avoir des rêves et des ambitions pour le monde. Le monde, ce qu'il voit, c'est notre performance économique et sociale. Et donc, aussi longtemps que la France n'aura pas mis sa performance économique et sociale au niveau de ses ambitions, au demeurant légitimes,
alors la distance entre les ambitions et la réalité augmentera, et ça, effectivement, je crains que ce ne soit la porte ouverte à beaucoup de Mais on nous avait promis mondes et merveilles avec la construction européenne, et je ne suis pas sûr que les Français, de manière générale, trouvent que le projet européen leur apporte quelque chose de pertinent dans leur vie. Bon. Je voudrais juste, s'il vous plaît, dire cela. C'est l'éloignement de l'Union européenne des peuples, vous le dites vous-même, et vous faites en fait un constat d'échec, que en fait l'Union européenne a un déficit de légitimité. Et en fait, vous apportez jamais de solution à ce déficit de légitimité, vous avouez l'échec programmé des élites européennes à convaincre le peuple. Je termine juste en vous... Je citerai votre ami Monsieur Vitorino qui disait que l'Union européenne relève du despotisme éclairé, et c'est assez révélateur, c'est un aveu qu'en fait vous avez l'intention de construire l'Europe sans les peuples, sans nous. Et ça, moi, je ne veux pas, puisque moi, je crois en mon pays et je veux... Juste, Pierre Morin, merci, on a bien compris. Juste un mot, oui, non, vous votez le 25 mai ? Je vote. Très bien. Un mot, Pascal Lamy, et à vous, Laurent Bigorgne. La preuve qu'on ne construit pas l'Europe sans les peuples, c'est qu'il y a des élections européennes le 25 mai. Voilà. Bon, encore faut-il, effectivement, utiliser son bulletin de vote. Allez voter. Mais que l'Europe, en tant qu'espace politique commun aux Européens, soit plus distant que la nation, comme la nation est plus distante de la région et la région plus distante de la ville, ça, c'est incontournable. Hein. Et si votre solution, vous ne l'avez pas dit, mais si votre solution, c'est chacun revient chez soi, alors bonjour à la réalité charnelle de la France dans 50 ans. Hein. Alors là, je peux vous dire, il ne restera vraiment pas grand-chose. Si nous voulons préserver ce qui fait notre identité, ce qui fait nos valeurs, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Alors, bien sûr, ce ne sera pas 100% pure France, parce que l'Europe, c'est pas une 100% pure France. Il faut se mettre d'accord avec des Allemands, puis avec des Danois, puis avec des Espagnols, avec des... Bon. Mais nous avons suffisamment de choses en commun pour mener cette entreprise, à condition de ressentir, de reconnaître cette appartenance. Laurent Bigorgne. Je reviens un instant à ce que nous disait notre interlocuteur. Au fond, on a besoin d'une Europe qui soit plus proche des préoccupations des gens. Il y a eu en novembre dernier à Paris une réunion de chefs d'État, oui. On y faisait allusion, qui a souhaité qu'une grande initiative soit prise en faveur de l'emploi des jeunes. Au fond, cette grande initiative, elle va dans le sens de ce que font un peu les pays d'Europe du Nord, hein, davantage de flexi-sécurité, donc de flexibilité et de sécurité, davantage de qualification. Ce que je note, c'est que le gouvernement français s'est beaucoup moins acharné à défendre cette politique jusqu'à maintenant, par exemple, qu'à pousser des emplois aidés dans le service non marchand, les emplois d'avenir. Vous n'êtes pas parfois désespéré, comme à la fois ayant un pied en France et puis un pied à Bruxelles, de voir qu'au fond, on a quelque part le guide des bonnes pratiques, on nous ouvre la voie, et puis on voit les décideurs, de gauche comme de droite, français qui ont un mal fou à sauter dans le train qui passe. Faire de cette légitime énervement, si j'ose dire ? Je suis lucide sur ces difficultés françaises, sur cette spécificité française qui fait qu'on n'arrive pas à faire les réformes que les autres arrivent à faire. C'est le point de départ de ce petit livre, c'est au fond, qu'est-ce qui explique, compte tenu du fait qu'on n'est pas si différent que ça, qu'on a un mal fou alors que les autres finissent par y arriver. Bon, et je pense que ce qui l'explique, c'est un certain regard français, justement, sur le monde et sur l'Europe. Si on passe notre temps à accuser les Chinois, les Allemands, Bruxelles, l'euro, les immigrés, les Arabes, et puis, pourquoi pas, la Lune de nos difficultés, et c'est un peu, malheureusement, ce que les Français ont tendance à faire, alors on ne va pas trouver des solutions. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut changer un peu notre regard. Ce qui fait la spécificité française, c'est cette idée que le monde qui nous entoure est mauvais, on ne l'aime pas, il ne correspond pas à ce qu'on souhaite, et donc il faut changer le monde, et puis ensuite on verra ce qu'il faut changer chez nous. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, et je trouve que sur la longue période, et vous avez tout à fait raison, ça traverse complètement, disons, l'échiquier politique français, c'est vrai, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on vous explique qu'il faut se protéger de ce monde mauvais qui nous entoure. C'est comme ça d'ailleurs que les Français sont les champions du monde du pessimisme. Alors, les jeunes, moins que les moins jeunes,
heureusement, d'un certain point de vue, donc il y a de l'espoir. Enfin, c'est quand même difficile, quand on connaît un peu le monde d'aujourd'hui, de se dire que ce sont les Français qui sont les champions du monde du pessimisme. Vous avez esquissé tout à l'heure un grand dessin. On est revenu sur Erasmus, qui a été créé en 1987. Vous avez parlé de l'Erasmus, de l'apprentissage. On sent bien qu'il y a des régions en Europe où il y a du travail, d'autres où il n'y en a pas. Donc, au fond, on pourrait dire simplement, il nous faudrait davantage de porosité, de mobilité d'une région à l'autre. Est-ce que, par exemple, la polémique qu'on a vue surgir, et puis, au fond, son règlement sur ce qu'on a appelé les travailleurs détachés, ne vient pas contrecarrer cette ambition, ce dessin, ne vient pas, au fond, semer de la peur, de l'inquiétude, en se disant, mais au fond, la mobilité qu'on nous propose d'un pays à l'autre va se traduire par une dégradation ou une sorte de dumping social des pays les moins aisés vers ceux qui sont, au fond, les plus riches, notamment dans la zone euro. Comment on répond à cette inquiétude pour essayer d'avoir davantage de mobilité géographique au sein de l'Union ? On y répond en organisant la transition entre une Europe dans laquelle les statuts sociaux, et notamment les cotisations sociales qui pèsent sur le coût du travail, sont différentes, et une Europe où, d'ici 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, ces conditions seront beaucoup plus égalisées. Bon, on ne peut pas faire ça d'un coup de baguette magique, on ne va pas retirer aux pays qui ont des salaires plus bas l'avantage comparatif qui est qu'ils peuvent se mettre dans des industries où c'est le fait d'avoir des salaires bas qui donnent de la compétitivité. Il faut organiser cette transition, c'est d'ailleurs précisément ce que fait cette directive sur les travailleurs détachés. Elle concilie la mobilité, c'est-à-dire la possibilité pour des Européens d'aller bosser ailleurs que là où il y a du travail, dans leur pays, là où il y a du travail, et elle encadre les conditions dans lesquelles ces différences, pas tellement, encore une fois, de salaire, mais de charges sociales, peuvent intervenir. Bon, c'est quelque chose, c'est cette transition qu'il faut organiser. Alors, ce qui est vrai, comme toujours, c'est que quand le chômage monte, il y a toujours des gens pour dire c'est parce qu'il y a trop de travailleurs étrangers. Si vous regardez, dans le cas de la France, le nombre de non-européens qui viennent travailler en France et le nombre de Français qui vont travailler dans d'autres pays européens, c'est à peu près équilibré. Donc ça n'explique pas le chômage. Au contraire, comme ça a été dit tout à l'heure, dans un certain nombre de cas, ça peut être une solution. Alors, quelle est l'utilité de l'Europe pour la France ? Je vous propose d'écouter la suite de ce que nous révèle notre enquête Harris Interactive. L'euroscepticisme économique ne semble pas gagner les Français. Plus de 60 ans après la création européenne, 41% des Français estiment que la France se porterait nettement moins bien si elle sortait de l'Union européenne. Et 12 ans après l'arrivée de l'euro, même constat, ils sont 47% à penser que le pays se porterait nettement moins bien avec un retour au franc. Une sortie de l'Union et un abandon de l'euro séduisent moins d'un Français sur 3. Les jeunes, eux, sont encore moins favorables à ces deux mesures. Lorsqu'on leur pose la question « Est-ce que la France se porterait économiquement mieux si elle sortait de l'Union ?», seuls 19% des moins de 30 ans sont d'accord. À la question « Est-ce que la France se porterait mieux si elle abandonnait l'euro et retournait au franc ?», ils sont 20%. Voilà, Laurent Bigorgne, si l'on parlait tout simplement d'innovation. Oui, parce que vous nous l'avez dit, parler de croissance, d'innovation, c'est parler d'emploi. Il y avait une stratégie qu'on a appelée la stratégie de Lisbonne au début des années 2000 qui consistait à faire de l'Europe, je cite, l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde d'ici à 2010. On en fait un bilan mitigé, mais qui est aussi établi par la crise de 2008 et puis par ensuite la crise de 2009. Est-ce qu'on est loin de cet objectif, selon vous, vous qui connaissez bien le vaste monde, notamment du fait de vos anciennes fonctions à l'OMC? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on touche du doigt? Est-ce qu'on sera un jour l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde, pour reprendre les termes de la stratégie de Lisbonne? Non, nous sommes loin de cet objectif en Europe. Étant plus préoccupant, nous nous en éloignons. Et pourquoi ? Si vous regardez ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire là où sont en train d'être inventés les produits et les services de demain. On a raté le numérique, par exemple, en Europe, assez clairement. Aujourd'hui, si je regarde les objets ou les services que manipulent ou les services auxquels ont recours mes petits-enfants, 90% de ça n'existait pas il y a 20 ans. Et donc ce sera encore plus vrai dans 20 ans. Donc ça se joue à la frontière de la technologie, dans la science, dans l'innovation, dans le développement. La partie de la frontière technologique qu'occupe l'Europe aujourd'hui est rétrécie par rapport à celle qu'elle occupait il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui occupent, disons,
60% ou 65% de la frontière technologique, et les Chinois et d'autres Asiatiques, les Japonais depuis un moment, mais aussi maintenant Taïwan, les Coréens. Mais alors, justement, si je prends cet exemple, pourquoi est-ce qu'on a raté le numérique? Parce qu'au fond, on n'a pas Google, on n'a pas Amazon, on n'a pas Facebook, on n'a pas Apple, on n'a pas Samsung, si je vais en Asie, on n'a pas Huawei, qui est aujourd'hui l'équivalent de Cisco en Chine. Pourquoi est-ce qu'on a raté ce virage-là? La réponse à votre question est dans les faits. Les Européens ont inventé avec le programme Esprit dans les années 80 la première norme de GSM, et on a eu Nokia et Ericsson. Ouais. Et donc, c'est possible. Qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui, parce que le cycle de l'innovation s'est accéléré. Effectivement, les téléphones Bell, ils ont duré plus longtemps que les portables Nokia, parce que les choses s'accélèrent. Mais c'est possible, à condition, de concentrer les moyens de recherche au lieu de les éparpiller. L'Europe peut faire ça? L'Europe peut concentrer aujourd'hui? Bien sûr qu'elle peut. Écoutez, j'ai passé 15 ans de ma vie à Bruxelles, j'ai bien vu comment, quand il y a un morceau du budget européen réservé à la recherche, tous les ministres autour de la table disent « Ah, mais enfin, un petit peu chez moi, un petit peu chez moi, un petit peu chez moi », et puis total, on en met un petit peu chez tout le monde, et on n'atteint pas la masse critique qu'il faut. Là, c'est du courage politique. Là, il faut que la Commission, dans ces cas-là, dise « Ça ne fait pas de sens, je retire ma proposition ». Alors Pascal Lamy, nous avons... Et puis, il y a aussi un problème d'attitude à l'égard du risque, de financement de l'innovation. Mais ça, il y a des pays européens qui y arrivent mieux que d'autres. Très bien, oui. Alors nous avons un jeune invité témoin innovant. Je me tourne vers vous, Rémi Dangla. Vous avez 28 ans. Alors je lis, un docteur en mécanique, polytechnicien. Vous faites partie du top 10, du top 10 des jeunes Français les plus innovants établis par le MIT. Et vous êtes fondateur d'une start-up. Allez-y, on vous écoute. Tout à fait. Alors, c'est des innovateurs qui innovent en France, mais ils ne sont pas forcément français. Donc, justement, il y a aussi des Européens qui ont innové en France. Donc, après, une start-up. Une start-up, donc oui, effectivement, c'est une start-up qu'on a créée en septembre dernier et qui développe un instrument d'analyse génétique très innovant, donc qui permet de détecter des traces de pathogènes dans des échantillons biologiques, le sang, ce genre de choses. Donc, qui pourrait répondre aux défis de la santé de demain. Donc voilà. Est-ce que vous avez la sensation, Rémi, d'être une sorte de... Allez, puisqu'on a entendu cet échange entre Pascal Lamy et Laurent Bigand, d'être une sorte d'ovni, vous seriez un peu une poignée, au fond, à innover dans une Europe en train de s'affaisser, ou est-ce que vous avez la sensation, plutôt au contraire, qu'il se passe quelque chose ? Non, moi je partage pas forcément le point de vue de Monsieur Lamy qui énonce un peu un constat un peu pessimiste sur la régression de la place de l'Europe dans l'innovation. Je trouve qu'en Europe, il y a une ébullition au contraire. Mais je vais partager un constat donc dans mon cas particulier, qui est que j'ai voulu construire mon entreprise comme une entreprise européenne et me définir comme une entreprise européenne. Mais dans les faits, c'est presque impossible. Parce qu'en pratique, l'État français va vouloir financer l'innovation en France. Et comme vous le disiez, quand il y a des budgets de recherche à répartir, c'est pour les pays en eux-mêmes, et il y a assez peu de coopération. Et on n'a finalement pas réussi à définir une identité, mais au niveau industriel, au niveau des entreprises, une identité européenne. Nokia, c'était pas une entreprise européenne, ça restait une entreprise nationale. Et il me semble que ça, c'est peut-être un des défauts de l'Europe aujourd'hui. Quelle serait la question que vous poseriez à Pascal Lamy, ici présent, pour peut-être améliorer, au fond, cette situation, changer la donne un petit peu ? Justement, j'aimerais bien lui demander, est-ce qu'il partage ce constat qui est qu'il faudrait essayer de créer ce sentiment d'entreprise européenne plutôt qu'essayer de créer des fleurons français dans certains domaines, des fleurons allemands dans d'autres. Dans mon cas particulier, j'ai une technologie qui a été inventée en France, mais les instruments sont fabriqués en Allemagne, en Autriche, en Suisse, donc en prenant le savoir-faire de la maîtrise technologique d'autres pays. Donc au fond, c'est pour ça que j'ai envie de partager ce sentiment d'entreprise européenne, mais que je n'arrive pas à définir clairement et à énoncer au grand public. Un fleuron franco-allemand, hein. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans ce petit livre. L'Europe est un formidable milieu pour que des chaînes de valeur de ce type, où chacun assemble un petit bout de ce qui fait le mieux, produisent des résultats avec un marché intérieur de 500 millions de consommateurs sans aucun équivalent dans le monde. Et encore, c'est encore vrai, disons, pour les 10 à 20 ans qui viennent, à coup sûr. Après, on verra. Donc je suis d'accord avec vous. C'est ce que je dis, au fond. Il faut être capable de concentrer les moyens. Il y a un statut de société européenne. Ça existe. Mais vous avez raison, c'est pas parce qu'on prend le statut de société européenne qui présente certains avantages et qui permet, disons, de s'insérer plus facilement dans le tissu juridique des différents États membres de l'Union, c'est pas pour ça que le financement
de l'innovation et de la recherche est d'abord européen. Il est aussi européen. Mais c'est vrai que, disons, les autorités nationales gardent, et forcément, ces autorités nationales, elles vont avoir tendance à privilégier des clients nationaux parce que ces autorités nationales sont dirigées par des hommes et des femmes politiques qui sont élus nationalement. C'est le cœur du discours sur le redressement productif. Absolument, mais il faut continuer dans la voie qui a été menée et qui a parfois donné des résultats. Prenez le CERN. Le CERN, c'est totalement européen. C'est même, d'un certain point de vue, ça va même plus loin que l'Union européenne, puisqu'un pays comme la Suisse est dedans. Le CERN, à côté de Genève, c'est une formidable réussite scientifique collective, mais là, on a mis tous les moyens dans le même pot. Mais est-ce que, là on parle beaucoup de la France, on veut relancer l'économie française, est-ce que le courage justement de la politique européenne ne serait pas de dire on va relancer l'économie en Europe et ça se redistribuera naturellement dans chacun des pays de l'Union européenne plutôt qu'essayer de dire chacun dans son propre État on va créer une entreprise en France, on va créer une belle entreprise en Italie, en Espagne, en Lituanie, qui me semble être un peu un non-sens de la construction européenne. Merci Rémi, parce que le discours de M. Montebourg est quand même très franco-français, très gaulois finalement. Écoutez, n'insistons pas, vous n'allez pas me faire refaire la xème polémique avec mon camarade de Montebourg. Hein. Bon, on commence à bien faire. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. Il faut mettre des moyens ensemble. Simplement, aujourd'hui, le budget européen, c'est 1% du PNB de l'ensemble des pays d'Europe. 1%. Alors que nos budgets nationaux, c'est 25% de nos PNB nationaux. Hein. Donc en proportion, le budget européen, c'est 1/25e de ce que sont les budgets nationaux. Bon, évidemment, c'est pas assez, mais on sait bien aussi que ça va pas aller, on va pas changer du jour au lendemain. Donc il faut savoir où on met les priorités. Alors, c'est pas l'Europe qui va gérer les agents de la paix, c'est pas l'Europe qui va gérer les hôpitaux, les infirmières, c'est pas l'Europe qui va gérer l'éducation, même si elle peut harmoniser les diplômes. Par contre, là où des politiques actives sont nécessaires, comme en matière de recherche, moi je suis favorable à ce qu'on mette des priorités dans ces domaines-là. Alors, dans cette campagne, on peut faire le pari, je crois que c'est le cas du titre du Monde du 14 mai, qu'on va nous parler beaucoup, plutôt que de nous parler d'innovation, de concurrence. Et on va nous faire revivre la grande peur française de la concurrence. Le Monde titre le 14 mai sur le traité de libre-échange transatlantique, épouvantail de la construction européenne. Alors, ce jeune homme, il doit avoir peur ou pas de la concurrence quand il développe son entreprise? Et comment est-ce qu'on peut, si on veut de l'innovation, si on veut de la croissance, réconcilier, et faut-il réconcilier les Français avec l'idée de concurrence? Mais bien sûr qu'il faut réconcilier les Français avec l'idée de concurrence. Il faut faire comme tout le monde. Si vous n'aimez pas l'idée de concurrence, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Si vous n'aimez pas la concurrence, c'est que vous avez la trouille. Mais ce TAFTA, c'est un épouvantail ou pas? Ce traité transatlantique? Ce traité transatlantique, ce projet de traité dont la négociation commence et durera plusieurs années, voire pas mal d'années, et je l'ai dit d'ailleurs publiquement, bien que n'ayant aucune responsabilité et parlant en homme libre, est un objet très particulier, très nouveau, parce que s'il ne s'agit plus d'éliminer les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis, ça c'est déjà quasiment fait, il s'agit d'harmoniser la taille des pare-chocs des voitures, les modes de déchlorination des poulets, la protection des données privées, les normes prudentielles dans les banques et dans les assurances, pour que les entreprises puissent agir sur un univers réglementaire beaucoup moins hétérogène des deux côtés de l'Atlantique. Bon. Je trouve qu'on n'a pas assez expliqué que c'était ça l'enjeu, ce que ça voulait dire, et c'est vrai que l'impression qui s'est répandue, pas seulement en France, mais évidemment surtout en France, parce que nous on est quand même un peu plus protectionnistes que les autres par tradition, l'impression qui s'est répandue que tout ça c'était secret, qu'on ne savait pas ce qui s'y passe, qu'on allait cuire ça dans une espèce de cambouze auquel on n'avait pas accès, ça c'est une erreur. Je pense personnellement que le résultat de cette négociation, si et quand elle se termine un jour, encore une fois, c'est pas demain la veille, ce sera qu'on s'alignera sur le niveau de précaution le plus élevé de chaque côté. Simplement, on ne veut pas le dire, parce que les négociateurs, si vous dites le résultat de tout ça, c'est qu'on va prendre la norme de précaution la plus élevée en Europe, là où elle est la plus élevée, et la norme la plus élevée de précaution aux États-Unis, et là où il y a des endroits où la norme de précaution est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas de voiture diesel, par exemple. Hein. Bon. Si on dit ça maintenant, il n'y a plus de négociation. Hein. Mais c'est ça qui finira par se passer, et à mon avis, ça prendra du temps.
Et l'idée que les Européens et les Américains aient, disons, une plateforme de normes, de standards plutôt similaire et en tout cas reconnue de part et d'autre, me paraît une bonne idée parce que ça ouvrira davantage l'échange transatlantique et nous bénéficierons de ce que les Américains font mieux que nous et ils bénéficieront de ce qu'on fait mieux qu'eux et il y a plein de choses qu'on est capable de faire mieux qu'eux. Avant l'innovation, parce que je reviens à nos affaires d'innovation. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Il y a moins de régulation financière, par exemple, aussi. Moi, j'aimerais revenir sur Erasmus, parce que d'une certaine façon, c'est la politique européenne emblématique. En tout cas, c'est une de ces politiques que tout le monde connaît. Je pense que s'il y a deux mots que les Européens connaissent, c'est Airbus et Erasmus. Vous n'avez pas le regret aujourd'hui qu'on ne soit pas allé plus loin? Par exemple, quand je vois l'Allemagne et la France qui définissent seuls dans leur coin des politiques d'excellence pour créer des champions universitaires, vous ne dites pas qu'au final, cette politique, d'une certaine façon, non pas elle a échoué, mais elle n'est pas allée assez loin, elle n'a pas permis qu'on tienne justement ce rôle d'économie la plus compétitive aujourd'hui dans la course à la connaissance. Il n'y a pas quand même quelque chose pour faire rêver, notamment les étudiants, qui pourraient aller au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui? Je crois que vous avez raison. Simplement, il faut aussi savoir que c'est une affaire de priorité. On ne peut pas tout faire avec, encore une fois, un budget européen qui est 1% du PNB. On peut rêver que ce soit 5% ou 10%. Ce ne sera pas le cas dans les 10 ou 20 années qui viennent. Bon. Donc, il faut des priorités, et à mon avis, les priorités doivent être mises sur des investissements d'avenir, précisément pour donner ce signal dont on entend qu'il est nécessaire, de donner confiance aux Européens sur le fait qu'ils peuvent, dans 10 ans, dans 20 ans, être, si je puis dire, l'équivalent de ce que seront les États-Unis ou la Chine à ce moment-là. Merci à vous, Pascal Lamy. Ce sera le mot de la fin. Peut-être un mot de conclusion ou une note d'espoir, puisque les Européens, les Français vont voter dans une poignée de jours. Non, une note d'engagement. Le 25 mai, vous avez à décider deux choses. D'abord, si vous êtes pour ou contre l'Europe. Chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je trouve que, y compris ceux qui n'aiment pas faire l'Europe parce qu'ils ne veulent pas perdre l'identité, ils devraient la faire parce que c'est le seul moyen de la garder. Bon. Et puis, le deuxième choix, c'est, et là, on raisonne forcément en catégorie européenne, est-ce que vous voulez mettre la barre à 15 degrés bâbord ou à 15 degrés tribord, centre-droit ou centre-gauche? C'est les enjeux des élections européennes et ça comptera. Ça fait pas beaucoup, 15 degrés, mais la différence entre 15 degrés bâbord et 15 degrés tribord, c'est quand même 30 degrés. Merci à vous, Pascal Lamy, d'avoir été l'invité de Place aux idées sur LCP, auteur de Quand la France s'éveillera chez Odile Jacob. Vous pouvez l'emmener à la plage, ça se lit très bien. Merci à toutes les équipes techniques qui ont réalisé cette émission et à mes deux complices, Mathias Léridon et Laurent Bigorgne. Et n'oubliez pas d'aller voter le 25 mai, il n'y a qu'un seul tour. À bientôt.